Depuis le 7 novembre, de nouvelles tensions apparaissent entre la Chine et le Japon autour de Taïwan. Alors, pour quelles raisons, quel impact cela a dans la région? Eh bien, nous allons poser ces questions et bien d'autres à Sébastien Faletti qui est en direct avec nous, notre correspondant Asie au Figaro. Bonjour Sébastien. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. On va parler de ce sujet, on va vous montrer des cartes pour bien comprendre ce qui se passe. Mais déjà, un peu un point pour savoir où on en était avant. Les relations entre la Chine et le Japon, elles sont comment ces dernières années? Alors les relations entre le Japon et la Chine ne sont jamais faciles parce qu'on sait que ce sont des rivaux historiques depuis des siècles, on peut le dire, mais surtout il faut se rappeler que évidemment au XXe siècle, le Japon impérial a envahi la Chine et ça reste un abcès de fixation dans les têtes à Pékin et donc les relations n'ont jamais été complètement pacifiées. Mais c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières années, les relations s'étaient à peu près stabilisées entre ces deux énormes économies euh, asiatiques. Euh, et on a vu aussi ces derniers mois la Chine faire un peu une tentative d'offensive de charme pour stabiliser cette relation pour des raisons économiques, pour maintenir évidemment la croissance. Donc on avait un climat plutôt relativement apaisé jusqu'à ce que arrive nouvelle première ministre japonaise, Sane Takaichi, qui elle est clairement, on le sait, d'un nationalisme décomplexé, qui se dit l'héritière de Shinzo Abe. Donc Mhm. on savait que son arrivée serait un test pour ses relations. Et on a vu que très vite, il s'est confirmé que ça a dérapé. Il y a eu une rencontre, il faut quand même le dire, entre Xi Jinping et Takaichi se sont vus au sommet de l'APEC en Corée du Sud. Et là, l'entrevue avait l'air plutôt cordiale. Donc, ça partait sur un bon pied. Mais très vite, ça s'est durci car dès le lendemain aussi, la dirigeante a rencontré le représentant de Taïwan auprès de l'APEC et ça n'a pas du tout plu au régime communiste. Donc on voit que Taïwan est la nouvelle pierre d'achoppement de ce nouveau cycle de tension qu'on est en train de voir devant nous. Mhm. Est-ce que ces déclarations, c'est nouveau par rapport à ce qui se faisait normalement dans la classe politique japonaise? Alors effectivement, alors c'est une déclaration, il faut rappeler cette déclaration où Takaichi a laissé entendre que en cas d'invasion ou d'attaque de la Chine contre Taïwan, eh bien cela poserait, je cite, une menace existentielle au Japon et ça sous-entendrait une possible mobilisation, intervention militaire japonaise dans ce contexte. Alors, ce sont des mots, depuis Takaichi a laissé entendre qu'elle ne reviendrait pas sur ce sujet, que ça ne représentait pas un changement de position de la ligne de Tokyo. Euh, Mhm. En réalité, aucun Premier ministre japonais jusqu'ici n'avait été aussi explicite euh, sur cette question. On sait que ces dernières années, notamment depuis Shinzo Abe, les Japonais sont de plus en plus inquiets de la montée en puissance chinoise et de leur velléité de réunifier, selon le terme chinois, Taïwan au continent. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup le Japon pour des raisons à la fois historiques et stratégiques. Historique, il faut se rappeler que Taïwan est une ancienne colonie japonaise, mais aussi stratégique parce que si vous regardez une carte, il est très clair que le Japon, le Taipei est un peu, le Taïwan est un verrou stratégique en Asie de Mhm. l'Est, car vous avez un espèce de chapelet d'îles qui part du Japon, qui descend justement à Okinawa, qui appartient au Japon, et ensuite on arrive à Taipei, et ensuite ça continue vers les Philippines. Et donc, si vous voulez, si les Chinois prenaient le contrôle de Taïwan, ensuite, ils seraient bien plus à même de reprendre ensuite le contrôle sur des îles, les fameuses îles, notamment Senkaku, qui se Mhm. trouvent au sud d'Okinawa, à une centaine de kilomètres au nord de Taipei, et qui sont revendiquées par la Chine sous le nom des îles Diaoyu. Donc, pour le Japon, ils voient la montée en puissance militaire, économique de la Chine et ils savent que c'est une donnée stratégique. Mais ce qu'a fait Takaichi, c'est qu'elle a dit noir sur blanc quelque chose que beaucoup d'officiels japonais pensaient tout bas. Et de le dire, évidemment, ça change tout. Et c'est pour cela que la Chine réagit de façon extrêmement ferme et dure parce que elle a franchi
selon la formule chinoise, une ligne rouge pour Pékin. Euh, mais bien sûr, du point de vue de Pékin, Pékin se place sur une posture morale, historique. Elle est désormais en train de rappeler au Japon son passé militariste. Elle Mhm. l'accuse justement de vouloir de nouveau euh, affirmer des prétentions impériales sur la région. Elle joue sur le carte de la culpabilité que pourrait avoir le Japon par rapport à son passé. Mais bien sûr, du point de vue de Pékin, il y a des enjeux stratégiques. C'est qu'une nouvelle fois, on revient à cette fameuse carte. Si vous vous placez du point de vue de Pékin, prendre le contrôle de Taïwan, c'est un enjeu existentiel, mais c'est un enjeu pour pouvoir casser ce chaînon d'îles qui Mhm. est un Qui est ici. carcan qui enserre les forces chinoises. Et bien sûr, dans l'éventualité d'une opération contre Taïwan, une intervention japonaise pourrait vraiment changer la donne, ou du moins en tout cas poserait de grands défis aux militaires chinois, aux militaires, mais aussi défis diplomatiques, parce que si le Japon, pays majeur d'Asie, s'affirme en soutien officiel à Taipei, c'est beaucoup plus difficile pour isoler Taïwan sur la scène diplomatique, Mhm. mais c'est aussi sur le plan militaire des options pour les États-Unis, mais des options pour Taïwan pour se défendre, pour compliquer la tâche d'une opération amphibie, par exemple, contre Taïwan. C'est ça, l'ajout des forces japonaises aux forces taïwanaises, ça aurait un vrai impact en cas d'invasion de Taïwan par la Chine. Ben, c'est surtout l'enjeu, c'est une éventuelle intervention japonaise d'une manière ou d'une autre, qui serait certainement en coordination plutôt avec les États-Unis. Mhm. Mais en tout cas, ça donnerait d'abord sur le plan diplomatique l'idée que Taïwan n'est pas isolé, que l'une des plus grandes puissances asiatiques est derrière elle, mais aussi, il ne faut pas oublier sur le plan militaire, le Japon aujourd'hui a une constitution pacifiste. euh, et donc, officiellement, ce sont des forces d'autodéfense, mais elle a une armée qui est en fait très sophistiquée, avec des armements de pointe, de haute technologie, Mhm. même des porte-hélicoptères, des avions, des F-35, des avions parmi les plus avancés. Elle a donc des capacités de nuisance pour l'armée populaire de libération qui sont non négligeables. Et bien sûr, c'est là où les déclarations de Takaichi sont très importantes, c'est que en disant que une éventuelle opération chinoise sur Taïwan serait une menace existentielle, c'est un terme qui permettrait, dans la constitution japonaise d'aujourd'hui, de déclencher l'utilisation de ces fameuses forces d'autodéfense. Parce Mhm. qu'actuellement, le Japon ne peut pas utiliser ces forces, sauf si il est justement, sa survie est en danger. Et ce que dit Takaichi, c'est que Taïwan, une attaque contre Taïwan, ça met en danger l'archipel Mhm. japonais. Et Mhm. donc, évidemment, ça implique que, automatiquement, aujourd'hui, demain, le Japon pourrait plus facilement entrer dans la danse si les Chinois se mettaient en action. Mhm. Donc, c'est important diplomatiquement et militairement. Et bien sûr, tout cela est lié aussi aux États-Unis parce que ça reste les Américains, l'armée américaine qui reste la variable d'ajustement Mhm. fondamentale sur ce dossier. Et les Japonais, sans doute, d'après les experts que j'ai eu à taper, n'iraient sans doute pas seuls. Mhm. euh, face à la Chine. Mais en tout cas, pour Washington, c'est aussi très important de savoir que euh, un pays comme le Japon, un allié comme le Japon, est prêt à s'engager. Mhm. Donc c'est très bon pour Taipei, mais c'est aussi, du point de vue du Pentagone, c'est évidemment un gros plus. Mhm. Alors, juste avant de revenir un peu sur Taïwan et les tensions sur Taïwan, juste pour savoir un peu, il y a eu des, il y a eu des, il y a eu des manifestations au Japon. Là, ce sont des images qui ont été tournées justement sur ce sujet. Est-ce que aujourd'hui, il va y avoir des problèmes économiques dans l'une et l'autre des économies, la Chine et le Japon? Est-ce que ces économies, est-ce que ces tensions créent des troubles dans les deux économies chinoises et japonaises? Alors c'est toute la question de jusqu'où ils vont aller et surtout jusqu'où la Chine va aller dans ces fameuses contre-mesures. Elle Mhm. a grondé, elle est très forte sur la rhétorique.
Elle demande au Japon d'officiellement reprendre ses déclarations, Mhm. reculer. Elle menace des contre-mesures. Elle a commencé à encourager notamment les voyageurs chinois à renoncer à aller au Japon. Et on sait que c'est une manne touristique importante pour l'économie japonaise. Elle, mais on n'a pas encore vu de mesures de coercion économique dures mises en place. Il y a eu aussi des navires chinois, des gardes-côtes, des navires militaires qui font des manœuvres en mer de Chine de l'Est, autour des Senkaku. Donc on montre ces muscles, mais toute la question c'est justement jusqu'où on va passer à des représailles tangibles. Mhm. Et évidemment, c'est un dilemme pour Pékin, parce que, comme vous le savez, l'économie chinoise ne va pas très bien, et ce n'est pas le moment de déclencher un bras de fer commercial avec euh, la quatrième économie mondiale, c'est certain. Et puis aussi, plus généralement, il y a l'optique diplomatique, c'est-à-dire qu'actuellement, la Chine, sur le plan mondial, tente de se projeter comme un acteur responsable, une grande puissance stable Mhm. qui projette de la stabilité mondiale, contrairement aux États-Unis de Donald Trump. Mhm. La stratégie diplomatique chinoise actuellement, c'est de se distinguer de Trump pour montrer qu'il est, lui, que la Chine, c'est un pays sur lequel on peut s'appuyer, compter, alors que Washington est égoïste et ne pense qu'à ses intérêts. Mhm. Donc ça, c'est la vision générale. Alors évidemment, si on part dans une escalade trop brutale avec le Japon, ça risque de brouiller cette image. Donc la question, effectivement, je pense que les Chinois font face actuellement à un dilemme parce que euh, jusqu'où on fait monter la pression sur Tokyo. Et également, à Taïwan, les Chinois actuellement sont sur une stratégie aussi d'offensive de charme, diviser pour régner, en Mhm. essayant d'attiser les divisions internes au paysage politique taïwanais. Et pour cela, évidemment, ils ont intérêt à ne pas être trop menaçants, Mhm. parce que sinon, cela risque de recréer l'unité de l'opinion taïwanaise face à une possible menace chinoise. Donc, Oui. évidemment, les stratèges chinois doivent essayer de doser leur représailles. Donc, ça, on va Mhm. voir justement les prochains jours, prochaines semaines, si ils vont plus loin que la rhétorique. Oui, parce que ces derniers temps, on avait l'impression en tout cas que la Chine mettait moins en avant le dossier Taïwan qu'auparavant. Alors effectivement, il y a eu ces derniers mois, la Chine a baissé d'un ton sur la forme, dans le contexte notamment des négociations avec Donald Trump. On voit que euh, la Chine n'a pas voulu faire monter la pression sur Taïwan dans ce contexte parce que l'enjeu, la priorité, c'était d'obtenir une trêve commerciale face aux États-Unis. Et donc on ne voulait pas envenimer ce dossier-là. Mhm. Mais on voit bien que, mais cela dit, la Chine continue son travail de sape sur la réunification. Euh, elle a mis en sourdine l'aspect recours à la force, mais elle continue à réaffirmer de façon très ferme l'enjeu d'une réunification, je cite, pacifique, qui revient à envelopper Taïwan sur le plan économique et diplomatique. Et pas plus tard qu'il y a quelques heures, le président Xi Jinping a parlé à Donald Trump au téléphone pour la première fois depuis leur entrevue à Busan, et il a remis le dossier taïwanais sur la table. En insistant sur le fait que le retour de Taïwan à la Chine, le site, faisait partie de l'ordre de l'après-deuxième guerre mondiale, comme si c'était un fait accompli. Et donc, on voit qu'il y a une campagne, une nouvelle campagne, cette fois-ci plus persuasive, diplomatique, qui est lancée en direction de Washington, de la Maison-Blanche, pour essayer D'obtenir des concessions sur ce dossier crucial, avec en ligne de mire la prochaine visite de Donald Trump en Chine qui est prévue en avril prochain.
Effectivement. Vous étiez, on va montrer une carte parce que on la voyait tout à l'heure cette carte, hein, avec les îles japonaises, hein. On voit que le Japon finalement c'est très proche de Taïwan. Vous étiez vous sur une île de Taïwan, on va zoomer un peu, qui est l'île Matsu, qui est vraiment en face des côtes. Racontez-nous un peu parce que on imagine que c'est une ambiance assez spéciale, une île taïwanaise aussi proche des côtes chinoises. Oui, c'est assez rare. C'est un archipel, l'archipel Matsu. C'est à peu près plus d'une vingtaine d'îles qui se trouvent vraiment en face des côtes du Fujian, la province de Chine. Et on est là, quand on est sur ces îles, on voit la Chine à l'œil nu. De l'autre côté, on est à 9 kilomètres à peu près des côtes chinoises. Et donc, c'est un véritable bastion forteresse. J'étais avec les militaires taïwanais récemment qui mènent des exercices. Ils ont évidemment un bataillon des unités qui sont placées sur ces îles pour les défendre. Des îles que les Américains considèrent comme indéfendables parce que c'est tellement proche du continent. Effectivement, quand on est sur la carte, en cas de crise, ce serait très très difficile de les tenir. Mais Mhm. ici, c'est ce qu'on appelle la ligne de front, ce qu'appellent les Taïwanais. C'est les avant-postes. Et donc, j'ai assisté à des exercices militaires où on imagine un scénario où justement les forces chinoises prennent le temps de débarquer sur le port d'une de ces îles et les militaires taïwanais s'entraînent à essayer de repousser ces assaillants. Donc on a ces scénarios-là qui sont Jouer. pratiqués. Mhm. C'est devenu un petit peu un leitmotiv depuis que Xi Jinping a affirmé qu'il était prêt à avoir recours à la force pour réunifier Taïwan. C'était en Mhm. 2019. Mhm. Et il y a des. Mais Oui. depuis ces îles sont surtout des cibles de ce qu'on appelle les stratégies grises chinoises, Mhm. c'est-à-dire la guerre hybride. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des îles qu'on tente d'encercler, qu'on tente d'isoler, on tente de démoraliser la population. Alors récemment, un bel exemple de ces stratégies, c'est plutôt cette année, il y a des câbles sous-marins qui relie Matsu à la grande île de Taïwan, qui ont été sectionnés mystérieusement par Mhm. des bateaux euh, à équipage chinois. Et bien sûr, tout le monde estime que ce sont des opérations commanditées, comme on l'a vu un petit peu dans la Baltique récemment aussi, des opérations où on sectionne les câbles et donc ça met les habitants dans des situations plus difficiles. Ils n'ont Mhm. plus l'accès à Internet au débit, ça réduit les communications, ça coûte cher à réparer. Voilà, ce sont ce genre d'opérations où on travaille l'adversaire, on le harcèle et on sème le doute chez lui. De la même façon, on a des bateaux chinois qui viennent autour des îles Matsu et qui draguent du sable qui est au nez à la barbe des habitants de ces îles. Donc une sorte de prédation économique, mais qui aussi envoie un signal Mhm. que voilà, nous sommes chez nous, que nous sommes beaucoup plus gros que vous et que vous n'avez aucune chance de pouvoir nous résister. C'est ça le message que Pékin veut faire passer. Mhm. Et qu'est-ce qu'il faudrait surveiller les prochaines semaines dans ces tensions Japon-Chine avec Taïwan qu'est-ce qui peut se passer dans les toutes prochaines semaines? Bah, et comme je disais, la question c'est jusqu'où la Chine est prête à faire mettre le curseur en termes d'escalade de tension, en sachant qu'elle n'a pas forcément intérêt à créer une escalade, surtout dans le contexte avec Donald Trump. Il va falloir aussi surveiller la position américaine, parce que la fermeté chinoise, c'est aussi un test à Donald Trump. C'est un peu un test pour voir jusqu'où il est prêt à soutenir ses alliés, son allié japonais dans la région. Est-ce qu'il est prêt vraiment à se tenir prêt à la défense? C'est quelque chose qui est observé de près à Tokyo, mais aussi à Taipei. Est-ce qu'on peut en gros compter sur l'alliance américaine? Mhm. On a vu que il y a quelques heures, après sa conversation avec Xi Jinping, le président Donald Trump s'est entretenu avec la première ministre japonaise Takaichi. Donc, ça donnait l'impression qu'il voulait donner des réassurances. Ces réassurances étaient fortement attendues à Tokyo parce que depuis le début de cette crise,
ces derniers jours, eh bien, Trump est resté extrêmement muet. Il n'avait rien dit. On a vu qu'il a pris cet appel avec Xi Jinping. Donc, au Japon, comme à Taïwan, cela crée de l'anxiété sur les véritables intentions du président américain. Notamment à Taïwan, on s'inquiète beaucoup de son caractère transactionnel. On voit bien que Taïwan, pour lui, n'est qu'un pion dans une pièce d'un grand jeu et que il n'est pas, il pourrait potentiellement être prêt à l'utiliser comme une monnaie d'échange. C'est la grande inquiétude des stratèges à Taïwan. Jusqu'où ils pourraient être abandonnés. Et évidemment, ce qui se passe en Ukraine actuellement, les négociations forcées par les États-Unis entre l'Ukraine sur l'Ukraine entre les États-Unis et la Russie ne sont pas de bon augure à Taipei parce que ça donne l'impression que les Américains sont prêts sous Donald Trump à lâcher au nom de la paix beaucoup de choses et potentiellement des pays amis. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut surveiller l'évolution de cette crise qui est un test un peu des rapports de force. Mhm. Et plus on va s'approcher aussi de la visite de Trump Mhm. en Chine, bien sûr, que plus ce dossier, je pense aussi, va revenir dans le jeu. Effectivement. Merci beaucoup, Sébastien Fayetti, en tout cas, d'avoir été avec nous pour nous expliquer un peu les dessous de ces tensions entre la Chine et le Japon autour de Taïwan. On espère que vous avez compris. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Vous pouvez retrouver tous les articles de Sébastien sur le site du Figaro. Voilà, ça, c'était le reportage, justement, dont on parlait sur l'île Matsu. Et je vous souhaite une très bonne journée sur le site du Figaro.